Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les consultations en prélude au dialogue national se poursuivent au Cameroun. Ce 18 septembre, les partis politiques ont pu soumettre leurs propositions. Des formations de l'opposition ont également répondu au rendez-vous. 800 000 touristes par an pendant les 5 prochaines années. C'est l'objectif fixé par les autorités malgaches. Le secteur du tourisme était au cœur du forum WEV Madagascar ouvert aux investisseurs internationaux. Et l'enfer des embouteillages à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, tente de trouver des solutions. Piste privilégiée, le saut de mouton, 7 sont en construction. Mais tout d'abord en Tunisie, le Raïs n'est plus. Zine El Abidine Ben Ali, qui avait dirigé le pays de 1987 à 2011, est décédé ce jeudi 19 septembre. Il avait 83 ans, président déchu, renversé par le mouvement populaire du printemps arabe. Il vivait depuis en exil en Arabie Saoudite. Il avait trouvé refuge à Djeddah, au bord de la mer Rouge, avec une partie de sa famille. Des rumeurs sur son état de santé avaient commencé à circuler ces dernières semaines. Son avocat avait d'ailleurs affirmé le 12 septembre qu'il se trouvait dans un état critique. Au Cameroun, les consultations en prélude au dialogue national se poursuivent. Ce 18 septembre, le Premier ministre Joseph John Gouté recevait les leaders des partis politiques, parmi eux les responsables de formation de l'opposition, qui ont également soumis leur préalable à ce dialogue. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Les consultations en prélude au dialogue national se poursuivent dans les services du Premier ministre à Yaoundé. Ce 18 septembre 2019, ce sont les partis politiques qui ont présenté leurs propositions pour la résolution de ce dialogue. On a d'ailleurs vu les deux factions querellées du Parti de l'Union des populations du Cameroun sur la table des propositions afin de participer à l'avenir du pays. L'UPC, dans le cadre de l'alliance avec le RDPC, sera un soutien pour le gouvernement parce que l'option du chef de l'État portant sur la sauvegarde de la souveraineté de notre pays est une option digne de la mémoire de nos pères fondateurs. Autre parti reçu en début de matinée ce 18 septembre, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC. Depuis le 17 septembre, ils ont signé un mémorandum pour la résolution de la crise anglophone. Un document soumis à l'autorité et dans lequel les responsables du parti exigent la libération de leur leader Maurice Kamto avant l'ouverture des pourparlers. Nous avons des préalables, nous avons un certain nombre de propositions que nous avons faites et nous entendons que le Premier ministre qui est en charge de la conduite de ce dialogue prenne bien toutes les dispositions pour que le dialogue soit non seulement inclusif, mais qu'il soit aussi prospère. Depuis l'annonce par le président Paul Biya de la tenue d'un grand dialogue national, tous les acteurs de la vie de la nation ont été invités à la table des consultations. Cette première phase, qui s'achève le 27 septembre 2019, devrait permettre de recueillir toutes les attentes de toutes les composantes sociales du pays. Au Togo, Jean-Pierre Fabre, ancien chef de file de l'opposition, réclame la tenue d'un nouveau dialogue avant l'élection présidentielle de 2020. Des discussions qui doivent, selon lui, améliorer le cadre électoral et permettre des élections équitables et transparentes. Jean-Pierre Fabre, qui se dit favorable à une recomposition paritaire de la CENI, qui l'accuse actuellement d'être incompétente et partiale. Et pour en parler, nous recevons Nicolas Lawson, président du Parti du Renouveau de la Rédemption au Togo. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nicolas Lawson, est-ce qu'un nouveau dialogue politique est nécessaire au Togo, comme le demande Jean-Pierre Fabre? Non, je crois que c'est incroyable, les Africains. Nous traversons une période très délicate. Et la mondialisation, la vague de la mondialisation est en train de se refluer. Nous, on avait parlé dans le temps, il y a peut-être 30 ans, avec Jean-Pierre Cotte et autres, de co-développement avec les pays occidentaux, les États-Unis et autres. Et au Togo, c'est la politique qui prévaut par-dessus tout. Alors, la misère de la population,
l'éducation nationale qui est sinistrée, la santé qui est aussi sinistrée, l'agriculture, tout ça, on a utilisé. Alors oui, effectivement, hein, vous avez quand même une position particulière au Togo. Oui. Vous estimez que le parti au pouvoir, UNIR, et la coalition C14, coalition de l'opposition, entretiennent la crise politique actuelle. Hein, ce sont vos mots, hein, vous êtes confié dans un média. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que finalement, pour vous, pouvoir et opposition partagent tous deux la responsabilité de la situation actuelle? Oui, c'est pour le malheur du peuple togolais. Et les politiciens ont toujours créé au Togo la division, hein, et puis de la surenchère, et ils vivent de ça. Ils n'ont pas autre chose à proposer. Nous sommes dans un monde difficile, compliqué. Et il y a des millions de gens à éduquer, à soigner, à nourrir, hein, et à employer. Et cette masse des Togolais ou même africains, ils sont dans la misère. Et les hommes politiques, les élites politiques font de la politique politicienne. Ils se divisent. Ils ne réfléchissent même pas aux réalités, aux dures réalités du continent et au retard qu'on a pris. Si vous voyez les États-Unis, qui sont la première démocratie depuis 1776, ah oui, c'est deux partis politiques. Principalement. Mais alors ça veut dire quoi? Que vous rejoignez finalement maintenant le pouvoir? Vous dites qu'il faut quand même soutenir le pouvoir dans ce qu'il entreprend peut-être? Non, le pouvoir n'entreprend rien. C'est ça le malheur aussi des Togolais. Parce que ceux qui sont dans le pouvoir avec leur alter ego de l'opposition, ils entretiennent une crise qui dure depuis au moins 30 ans, depuis la conférence nationale souveraine. Ils agitent le pays et ils maintiennent la population dans la misère. Et chaque fois, c'est les mêmes choses. Hein. Ils ne changent pas. Le discours ne change pas. Dialogue. Ça fait combien de dialogues? 28e. Alors, on entend bien vos critiques. Alors, la question qui vient naturellement, là, c'est comment se positionne votre parti, le Parti du Renouveau et de la Rédemption, sur la scène politique togolaise? Non, nous avons un projet de société. J'ai été candidat en 2003, puis en 2005, j'ai averti des dangers. En 2010, j'ai vu ce qui s'est passé. Et depuis, je me suis dit, c'est une farce, vous comprenez? Mais il faut des élites responsables, des patriotes, hein, qui se lèvent et qui disent non. Nos frères et sœurs sont dans l'indignité. Donc notre mission, c'est de les élever à la dignité humaine, en mieux les éduquant, en mieux les soignant et en trouvant du travail aux jeunes gens qui sont dans l'oisiveté et tout, et maintenant dans la délinquance. Donc c'est le malheur du Togo et de l'Afrique, malheureusement pour nous. Et l'histoire se joue sans nous. Alors vous qui prônez comme ça une absence de division et qui justement fustigez cette division permanente au Togo, est-ce que, pour vous, une candidature unique de l'opposition est envisageable en 2020? Ce n'est pas une affaire de candidature, c'est une question de projet de société, c'est une question de vision. Alors, plusieurs partis de l'opposition derrière un même projet de société, alors? Bon, ces politiciens-là, quand vous voyez au Togo presque 100 partis politiques, au Bénin à côté, ainsi de suite et tout, les Ghanéens ont réduit cela à un moment donné. Donc il y a le NDC et le NPP. Au Nigeria, il y a deux grands partis, ainsi de suite et tout. Ces États-là et tout, francophones, s'amusent avec plein de partis politiques et après ils appellent donc à l'unité de l'opposition et tout, et après ils intriguent entre eux et ils font n'importe quoi, ils s'accusent, ils se détestent, ils ne s'aiment pas, ils proposent rien, mais ils veulent diriger leur pays. Et ça, c'est l'indignité même du noir aujourd'hui. Et c'est malheureux pour le continent africain. Nicolas Lawson, vous êtes président du Parti du Renouveau et de la Rédemption, parti au Togo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis, direction à présent la Grande Île où se déroulait ces 17 et 18 septembre la première édition du WAVE Madagascar, un forum international consacré aux investissements dans le secteur du tourisme et présidé par le chef de l'État, Andra Joël. Les autorités malgaches ont fixé l'objectif de 800 000 visiteurs par an dans les 5 prochaines années. Reportage de notre envoyé spécial, Fraten Dakisenga. Découvrir le potentiel du Madagascar, tel était le thème de la première édition du WAVE Madagascar, Forum international des investissements dans le tourisme et les transports Malagasy, qui s'est tenu du 17 au 18 septembre 2019 à Antananarivo, la capitale du Madagascar. Pour le président de la République, il est grand temps d'exploiter le potentiel touristique de la Grande Île pour en faire un levier de développement.
Madagascar a amorcé un virage à 180 degrés pour assurer son développement, sa croissance et son émergence. Et ce Forum international des investissements dans le tourisme et les transports, WEV Madagascar, est le premier jalon de cet essor touristique. Cet événement constitue un excellent moyen de réunir toutes les parties prenantes, nationales et internationales, et d'avancer avec confiance et avec détermination vers le développement touristique. Le Madagascar ambitionne à moyen terme de franchir le cap de 500 000 touristes étrangers pour atteindre au moins 800 000 touristes dans les 5 prochaines années en dynamisant le secteur des transports et des infrastructures. Alors, le secteur tourisme fait partie des secteurs dont on fait la promotion. Ça a été un secteur identifié où on peut créer le plus d'emplois à forte valeur ajoutée et en regardant l'avantage comparatif du pays. Donc on a mis en place une stratégie au sein de DBM pour faire venir les grands noms, les grands opérateurs de l'hôtellerie à Madagascar. Plus de 500 personnes ont participé au forum d'investissement dans le tourisme et les transports, dont les investisseurs et opérateurs nationaux et internationaux. Selon des experts, malgré le potentiel touristique que présente le Madagascar, ce secteur reste largement sous-exploité, une chose que le gouvernement s'engage à changer. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, c'est matin comme soir, impossible d'y échapper, les embouteillages. La ville tente de trouver des solutions. Parmi les pistes envisagées, la construction de sauts de moutons. 7 sont en construction dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Embouteillage monstre sur les artères de Kinshasa. Avec la rentrée scolaire, c'est un casse-tête pour les automobilistes de la capitale. Initié par le chef de l'État dans le cadre de son programme d'urgence, les sauts de moutons sont présentés comme une piste de solution à cette situation. Cependant, ces chantiers en cours d'exécution continuent d'amplifier la mauvaise qualité du trafic. Avec les travaux de saut de mouton qu'on est en train de faire ces derniers temps à Kinshasa, et cela ne nous facilite pas la tâche parce que tu peux sortir avant et tu ne sauras pas arriver avant là où vous partez. Il y aura toujours des embouteillages. Et il y a plein d'embouteillages et on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura le finissage des travaux. 7 sautes de moutons sont en cours de réalisation dans la capitale Kinshasa. L'exécution des travaux est jugée trop lente par la population. Le premier chantier lancé est celui du quartier Pompage dans la commune d'Engaliema. Ici, la fin des travaux est annoncée pour la fin du mois de septembre 2019. Le président de la République avait promis qu'au mois de septembre, on va livrer ces chantiers de sauts de moutons de pompage. C'est ce qui se réalise. Là, ils sont en train de poser les poutres avant de poser les tabliers. Donc je pense que les travaux avancent. D'ici ce mois de septembre, avant la fin, on va pouvoir livrer ce chantier. Kinshasa fait face à un important déficit d'infrastructures routières. La capitale congolaise, une agglomération d'1 million d'habitants en 1970, elle en compte 12 millions à ces jours. Kinshasa a donc besoin d'un nouveau plan d'urbanisation selon certains experts. Pour d'autres, la remise en état des trains urbains est une nécessité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.